Patrick Yéni, président du Conseil, Christine Rouzio, que vous connaissez, ou que je présente, qui est présidente d'Arcade-Sida et par ailleurs virologue, Hugues Fischer, militant historique d'Acteur et de TRT5, Éric Favreau, puisqu'on a parlé de la presse, et notamment, faudra-t-il y revenir sur les rapports entre Libération et l'association Aide. Mais Éric, peut-être ce serait, ce serait bien que tu... Il n'y a pas cette chose, on peut se mettre aussi... Voilà, en tout cas, asseyez-vous. Alors, ce premier moment, il s'agit de revenir au fond sur ce qu'était l'intention au départ du Conseil national du sida, dans ce rapport qui venait, Patrick Yéni l'a dit, au terme d'une seconde aventure, un second moment du Conseil national du sida. Devons-nous dire, Monsieur le Président, vous l'avez déjà dit, aussi un moment générationnel, puisqu'un certain nombre d'acteurs de la lutte contre le sida avaient depuis 35-37 ans beaucoup milité, beaucoup cherché, beaucoup travaillé, et étaient donc aujourd'hui, si j'ose dire, au pouvoir, pour reprendre un terme, puisque vous avez parlé de Michel Foucault, au pouvoir savoir. Et plus peut-être que le terme de biopolitique, qui a été utilisé dans une tribune, vous vous en souvenez peut-être, au tout début de la pandémie dans Le Monde par Giorgio Agamben, dont on peut se dire que parfois la philosophie n'est pas la plus éclairante, le plus éclairant des savoirs. Eh bien, cette question du biopouvoir, plus exactement du pouvoir savoir, elle nous questionnait, y compris sur, au fond, quel savoir en tant que savoir au sens foucaldien du terme, c'est-à-dire savoir d'action, savoir d'agir, précisément la manière dont Daniel Defer avait agi son deuil, et bien, de Foucault, et bien comment, qu'est-ce qu'on faisait, quelle était d'abord cette boîte à outils, pour reprendre encore une fois un terme de Michel Foucault. Et c'est ça qui a été au départ de notre interrogation. Et puis, très vite, nous avons été rattrapés par la Covid. Et très vite, évidemment, ces savoirs construits, ont nécessité un travail, encore une fois dans les mots de Jean-François Delfrécy, la notion de mémoire était très présente. C'est-à-dire, souvenez-vous, qu'est-ce qu'on fait avec de cette mémoire, comment on en fait de l'histoire et, du coup, des outils pour aujourd'hui. Et donc c'est dans ce sens que nous avons eu envie, avec Gilles Raguin, avec Emmanuel, de proposer cette première table ronde, avec je ne l'ai pas présenté, Bruno Spire, président d'honneur de Aide, autour d'abord de ça, c'est-à-dire ce travail qu'on a vécu pendant 6 mois. Je pense qu'on a fait une quarantaine de réunions, donc c'est vous dire à quel point ça a été un groupe aussi de parole, d'une certaine manière. On en riait beaucoup avec Gilles, d'arriver à produire du savoir et pas seulement de la mémoire. Chose qui est difficile. Sachant qu'évidemment, et vous le savez mieux que moi, dans les luttes, celles des années 60, celles des années 70, on peut devenir assez vite des anciens combattants. C'est-à-dire produire un discours d'anciens combattants. Or là, vous l'avez dit, eh bien non, c'est pas anciens combattants, c'est combattants. Et d'ailleurs, c'est intéressant que le terme ait été utilisé ce matin et que la place à la mairie de Paris, enfin dans la ville de Paris, soit celle des combattants du sida, expression qui, devons-nous dire, était totalement anachronique par rapport aux années 80-90, à ma connaissance. Donc, ce que je vous propose peut-être, c'est de
de partir de cette histoire et de peut-être rappeler, et là encore, je reprends un mot de Jean-François Delfrécy, de cette histoire qui n'était pas lisse, de cette, et de ce qui peut-être aujourd'hui peut surprendre, mais comment le conflit, comment les tensions, comment aussi l'impuissance du pouvoir médical a été a positivement servi une action collective, on dirait aujourd'hui, une co-production. Alors, je ne sais pas, peut-être, Hugues, tu veux peut-être... Eric? Ah, moi, je sais comment vous voulez, hein. J'oublie. C'est à vous de dire. C'est-à-dire que, Eric, toi, tu es à Libération, tu rentres en Libération au début des années 80, et très tôt, tu vas être finalement un des chroniqueurs, témoins de cette histoire qui est aujourd'hui, je voulais le dire, aujourd'hui, dans une semaine, va ouvrir au Mucem une exposition. C'est pas rien, une exposition qui s'appelle VIH-Sida, l'épidémie n'est pas finie, dont on ne sait pas bien quelle épidémie d'ailleurs n'est pas finie. C'est intéressant hein, sur ce mot-là. Et je voudrais, à cette occasion-là, parce que je voulais absolument saluer la mémoire de Sandrine Musso, qui était membre du Conseil national du SIDA, qui a beaucoup contribué aussi à cette exposition, et qui, puisque c'était à Marseille, est une des actrices aussi de cette histoire. Alors je commence, c'est ça? Ouais, tu commences. Alors, je suis désolé parce que je vais vous déprimer un peu, quoi. Bon, les colloques, on en a tous fait beaucoup, donc autant mettre un peu les pieds dans le plat. Et quand Emmanuel m'a proposé un peu de parler un peu de SIDA, Covid, je voulais quand même, avec vous, alors je fais quelques petites remarques préliminaires, je ne veux pas être agressif, ni trop négatif, etc., mais parce que les torts sont partagés, comme l'a dit très justement Jean-François, les médias ont eu un rôle absolument catastrophique dans l'histoire du Covid et continuent de l'avoir. Oui, il y a plein de choses très différentes, mais quand même, je voulais partir de ce sentiment d'inutilité, de blessure, de ce qui s'est passé entre le milieu SIDA et le Covid. J'ai ressenti, moi, de façon très, très pénible, alors que j'adore ce milieu, que je l'ai adoré, que j'ai trouvé qu'il y avait eu les plus belles actions collectives avec les patients, avec Bruno, avec ce qui s'est passé avec la création des associations de malades, que j'ai adoré les médecins. Et alors donc, excusez-moi, je serai évidemment volontairement et toujours un peu exagérément, un peu caricatural, mais le monde médical et le monde du sida et le monde des médecins du sida, je les ai trouvés nuls, vraiment, quoi. J'ai été vraiment choqué. Pas choqué, mais je me suis dit, qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas marché? Qu'est-ce qui a fait que la magnifique expérience, l'énorme, ou la dramatique expérience du sida n'a pas entraîné quelque chose de plus fort de ce milieu, aussi bien médical qu'associatif? Alors on peut toujours dire, et reprendre des paroles, qui est que l'expérience, ça ne s'échange pas, l'histoire quoi. On ne peut pas transmettre quelque chose. On peut aussi toujours accuser notre président de la République, avec son côté jupitérien, qui n'a malheureusement pas entendu les demandes répétées de créer des conseils de citoyens, etc. Ça c'est sûr, on peut toujours. Mais je voulais plus me centrer juste quelques minutes sur pourquoi j'avais ce sentiment que ce milieu magnifique, quoi, aussi bien médical qu'associatif, moi je le ressens comme un gros loupé. Voilà. Et le premier loupé que je trouve que tant le milieu associatif que les médecins du sida ont partagé, c'est que quand même, le sida, vous nous avez appris quoi? C'est les premiers intéressés qui doivent parler. C'est eux qui ont des choses à dire. Est-ce que vous avez entendu des malades du Covid parler? Est-ce que vous avez entendu des médecins, des infectiologues, des chefs de service
parlaient des malades. Non, ils étaient là avec leur expertise. En plus, une expertise malheureusement très incertaine. Voilà. Ils étaient là pour certains nous donner non pas des leçons, mais comme des bruits, à nous affirmer qu'il allait se passer ou pas se passer des choses. Voilà. Et cette chose absolument essentielle qu'avait apporté le sida, c'était, attendez, on me souvient trop de Daniel Defer, quand il crée Aide, la première chose qu'il fait, c'est qu'il va à Londres pour aller écouter les trucs téléphoniques, pour essayer de... C'est quoi les demandes? Là, c'était quand même une maladie, une épidémie, où, en dépit des acteurs essentiels qui étaient ce milieu médical qui a été formé là-dessus, et c'est vrai que ça a été parfois un peu compliqué entre les médecins et les premiers patients. Mais voilà, les premiers intéressés, et je me demande pourquoi, des deux côtés, tant les médecins que les associations n'ont pas du tout été allés voir les premiers intéressés. Pire, il s'est passé quand même cette chose inouïe, qu'on a enfermé les vieux dans les EHPAD, et tout le monde, même les gens les plus respectables, les plus dignes de foi, pendant quelques jours, on trouvait ça normal. Ouais. Souviens-toi, attends Bruno, si on avait enfermé les malades du sida, il y avait, évidemment ça n'a rien à voir, il y avait, voilà, ça n'avait rien à voir, mais on a trouvé ça normal. Voilà, je me dis, et on s'est dit, bon ben oui, attendez, il y a le risque, etc. Voilà. Et il a fallu au moins 2 semaines qu'on se dise, mais attendez, et c'est là où je rejoins cette idée auquel j'avais malheureusement pas pensé, que peut-être, c'est vrai, on mettait un peu trop la santé, on a mis la santé au-dessus de quelque chose. Mais voilà, mais ça, cette chose absolument inouïe qui s'est passée, à savoir que dans les EHPAD... Alors, après, autant ne pas se faire des compliments, quoi, voilà. Je me disais, par exemple, on est dans une situation un peu paradoxale, où aujourd'hui, on n'arrête pas de parler de l'association de malades, etc. Mais bon, soyons sérieux, aujourd'hui, il n'y a pas une voix forte sur les malades, ça n'existe plus. Hein. Il y a eu une dizaine d'années, je crois, c'est pas pour te faire des fleurs, mais tu as été le dernier représentant de Aide où on écoutait, quoi. Qui est une parole forte des malades aujourd'hui dans la société française? Il n'y en a pas. Je crois qu'il n'y en a pas. Est-ce que... C'est assez troublant. Mais peut-être que ça change. Eric, ça c'est un des constats un des constats du rapport, ça a été de voir aussi qu'avant la pandémie du coronavirus, il y a eu un détricotage de cette fameuse loi de 2002 et je crois qu'un des points, peut-être Patrick et Christine, que j'entends que je sens bouillir Christine, c'est de dire que ce qui s'est passé pour le VIH, comme tu l'as souvent rappelé, c'est-à-dire aussi dans la virologie était une discipline plutôt très faible au début des années 80. L'épidémiologie était quand même pas ce qu'elle est aujourd'hui, loin de là. Et donc, tu as l'espèce de pavé d'Éric. Je voulais juste terminer en ajoutant, mais c'est pas vraiment, puisque moi je me mets totalement dans l'affaire, mais je me demandais si, bizarrement, parce que quand même, grosso modo, les associations du sida et nos amis infectiologues ont plutôt, jusqu'à l'arrivée du Covid, plutôt très bien réussi, quoi. C'était quand même une magnifique histoire d'aventure, etc. Je me demandais si nous tous, on n'avait pas eu un peu la grosse tête. Et que voilà, on n'a pas tous un peu regardé avec un peu de hauteur ce qui se passait, avec un peu de certitude. Et même d'ailleurs, dans les débats qu'il y a aujourd'hui sur pourquoi le monde du sida n'a pas pu s'apporter, voilà, il y avait, attendez, on était là, nous experts du sida, pourquoi on n'est pas venu nous chercher en nous demandant les choses? Oui, voilà. Peut-être que, voilà, c'était cette histoire, tout ce monde-là a été un peu en surplomb, à regarder tout ça de haut. Et puis bon, il y a aussi la fin de l'histoire, qui est que quand même, grosso modo, en France, ou dans les pays riches, le sida a été vaincu essentiellement par une réponse biomédicale. Et que de fait, depuis 1996, l'énorme apport qui a été l'incertitude qu'on avait connue avant, voilà, a été, voilà, il y a eu la logique médicale, etc. Et d'ailleurs, de tous côtés, on le voyait bien dans les hôpitaux. Comment c'était le retour, je caricature, je suis désolé, mais autant caricaturer, c'était aussi ces années de grand retour de pouvoir médical. Bon voilà, tout ça est un peu exagéré, caricatural, etc. Mais
c'était quand même, ça partait d'un sentiment que je me disais, mais pourquoi ça n'a pas marché? Tiens, je suis désolé, je veux bien enchaîner du coup, parce que comme ça va me permettre de dire, ça va me permettre de répondre en même temps à certaines des bêtises que j'ai pu dire, effectivement. Déjà, moi je suis là plutôt pour parler de choses positives, puisque c'est sur les acquis de la lutte, c'est la première partie, et normalement c'est la deuxième partie qui est là pour se plaindre. Dans la première partie, on est là plutôt pour dire qu'est-ce qu'on a gagné, si j'ai bien compris l'esprit de la réunion. Alors, ce qu'on a gagné, c'est d'abord on est parti sur des principes, les fameux principes de Denver, dès le début. On est parti là-dessus, et c'est peut-être ça qu'on a déjà, en termes de valeur, de dire qu'on ne fait pas les choses pour nous, sans nous. Ça, c'est quelque chose très, très, très précocement, avec ensuite la création du JIPA qui s'est fait. Et tout ça, il faut quand même le dire, c'est dans un contexte qui était complètement différent du contexte de la Covid. Il n'y avait pas de politique à la télévision pour nous dire qu'il y a une épidémie qui arrive, mes chéris, mettez des capotes. On n'avait pas ça. Là, dès le début, on a eu une intervention du président de la République le premier jour, et après, c'est lui qui est épidémiologiste de renom qui décide de tout. Donc là, personne, mais il n'y avait aucune réaction des pouvoirs publics pendant des mois, voire des années. Donc tout est parti du terrain. Il y avait quelques médecins engagés, et quelques soignants au sens large, quelques chercheurs, et surtout des associations de malades et de proches, qui ont tout inventé et qui ont tout poussé. Tout est parti de la base. Donc peut-être que, même qu'on disait, on n'a aucun soutien des politiques. On râlait parce qu'on n'avait pas de soutien des politiques. Maintenant, on râle parce que c'est trop politique. Peut-être qu'il faut trouver le juste milieu, en fait. Et en fait, on a inventé des réponses totalement innovantes. On a commencé, alors moi je parle de l'association que je connais qui est AIDE, mais AIDE c'était l'aide aux malades, surtout au début, dans un contexte où l'espérance de vie était vraiment très faible, et l'aide aux malades avec des besoins énormes, et qui a ensuite, on a inventé, du coup, ça a engendré des aides à domicile spécifiques, un programme d'aide à domicile qui s'est créé sous la pression des malades. Donc c'est les malades qui ont poussé. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vas voir, c'est dans tout comme ça, y compris la médecine. Quand tu dis c'est la médecine qui a vaincu le VIH, tu vas voir que la médecine, si on n'avait pas été là, si on n'avait pas crié pour les traitements, sur la fin des années 90, le TRT5, c'est quand même... Le TRT5, il va en parler, mais ça s'est créé dans les années... Bon, voilà. Donc, l'aide aux malades, tout ce qui est soutien, écoute, information publique. Moi, je me souviens, mes premières actions de aide, ça a été à domicile de faire la réponse téléphonique. C'est nous qui avons créé SIDA Info Service. C'est les volontaires de aide qui ont dit maintenant il faut professionnaliser les choses, parce que la demande est telle qu'on ne suffit plus. Il faut une autre structure qui soit plus professionnalisée. Donc c'est parti de la base là aussi. Le thérapeutique, les traitements, pour dire qu'il nous fallait des essais éthiques, des accès précoces quand les molécules arrivaient. C'est parti de quoi? C'est parti aussi des associations. Et les médecins, du coup, s'ils l'avaient demandé tout seuls, ils ne l'auraient pas eu. Là maintenant, vous voulez faire bouger les instances réglementaires, ça devient une catastrophe. S'il n'y a pas de mobilisation générale. Là, il y a une mobilisation générale pour faire bouger les instances réglementaires. Dans le domaine de la recherche, c'est également que je connais bien et que Jean-François connaît bien, on a vu l'évolution, où à un moment, à l'époque, on était à peine spectateurs dans les années 80, on nous disait on décidera pour vous, et puis petit à petit, on est devenu intégré dans des conseils scientifiques, et puis maintenant, on est même des co-chercheurs dans un certain nombre de programmes. Donc il y a une évolution, ça c'est vraiment un acquis très important de la lutte contre le VIH. On parle de recherche participative. Alors, l'IRAS fait un colloque sur la recherche participative, ils ont découvert ça, mais dans le VIH, on fait ça depuis 15 ans maintenant. Donc, c'est un acquis vraiment de la lutte. C'est dans les pratiques de recherche sur le VIH. Ah non, mais non, moi je ne parle pas du Covid, je parle du VIH et les acquis de la lutte. C'est le sujet de la première. Si tu avais lu le topo, tu verrais que la première partie, c'est ça. Donc on verra après justement comment ça n'a pas été transféré. Mais là je suis là pour dresser le décor de ce qu'on a acquis. À l'hôpital, on a acquis la reconnaissance de la douleur, on a acquis la nutrition à l'hôpital. Là aussi ça fait partie des choses. Et dans le domaine de la prévention,
dans le domaine de la prévention, la diversification des tests de dépistage, la diversification des outils. S'il n'y avait pas des associations pour se battre, et en particulier aide sur la PrEP, je pense qu'on serait encore comme dans plein d'autres pays qui n'ont pas accès. Donc c'est aussi, ça vient de la base. Donc je pense que là, il y a énormément de choses, et après tout ça, ça s'est fait parce que c'est parti de la base, et parce qu'il y a eu des plaidoyers très forts, et des modifications législatives. La loi sur la réduction des risques sur l'usage de drogue, c'est quand même un super acquis collectif des différentes associations qui a permis d'avoir les CARUD en France, la loi de réduction des risques, tout ça, on s'est battu pour. Le mariage pour tous, le PAX d'abord, le mariage pour tous, c'est une conquête qui vient du VIH, parce que ça posait des problèmes de succession en cas de décès des gens. Les lois, même si elles sont remises en question sur l'AME, le soin des migrants, ça vient du VIH. Et moi, je me souviens avec les militants de aide s'accrocher aux bateaux qui expulsaient les étrangers malades à Marseille en empêchant les bateaux de partir. Et ça vient du VIH, avec les circulaires, chevènement, et ensuite les lois sur l'AME, etc., que bien sûr, certains veulent remettre en cause. Et y compris la solidarité internationale, la création du Fonds mondial, ça vient aussi de l'activisme VIH qui s'est battu. Moi, je me souviens très bien de Durban et des militants de aide et d'acteurs. Je me souviens de Narek Sinival en train de se rouler par terre devant l'OMS qui ne voulait pas donner les antirétroviraux en disant jamais les Africains seront capables de les prendre. Et ça aussi, avec les activistes d'Afrique du Sud qui se sont battus, ça a été aussi une conquête. Donc tout ça, ça a créé ensuite ce concept de démocratie sanitaire que les juristes ont repris, ont magnifiquement mis dans la loi, mais la loi de 2002, c'est les juristes d'association qui l'ont. C'est Christian, c'est Pierre Lascoum et d'autres que j'oublie sûrement, mais c'est eux qui ont tenu le stylo et qui ont fait qu'il y a eu cette loi. Donc là, on est vraiment dans un processus ascendant où tout le monde a joué le jeu. Et effectivement, pour terminer, c'est que quand c'est arrivé sur la question du Covid, d'abord, tout le monde pensait que ça allait durer 3 mois. En fait, ça ne valait pas la peine de forcément tout de suite monter sur nos grands chevaux. 2, ce n'étaient pas les mêmes populations qui étaient atteintes. Et il y avait une question aussi de légitimité en tant qu'asso VIH à s'occuper de ça. Et 3, quand même, c'est les médecins du VIH, en tout cas, et tous les médecins, les chercheurs du VIH qui ont été complètement mobilisés. Maintenant, on ne pouvait plus faire un essai de VIH à la NRS, ils sont tous pris, ils sont tous complètement dans le Covid. Donc, ils sont tous occupés. Donc, on ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Simplement, c'est là que dans la deuxième partie, vous allez répondre, c'est que simplement, ça a été très compliqué de se faire entendre le concept qu'il fallait utiliser le modèle VIH pour l'élargir au modèle Covid. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire à ce stade. On voit la difficulté aussi de distinguer ces deux tableaux, parce que, comme on le sait, quand il y a un événement et qu'il y a un événement qui vient entre, eh bien, on pense avec l'événement contemporain, et y compris dans sa vision même de l'événement passé. Je ne prendrai aucun exemple historique, mais vous le comprendrez. Je crois, Christine, oui, j'ai très envie de réagir. Voilà. Sachant qu'on veut absolument que, puisque c'est déplacé et un certain nombre et un jeune public, ça, je souhaite aussi que ça. D'abord, merci à toi de m'avoir demandé de participer, parce que c'est une jolie réflexion qui poursuit celle qu'on a eue au sein du CNS pour ce sujet qui a été autant débattu comme tu l'as rappelé. Alors moi, en définitive, peut-être que tout le monde ne me connaît pas forcément, en plus de ma casquette de virologue, de membre du CNS, je suis aussi membre de la cellule Covid de l'Académie de médecine. On en est à 144 et on est en train de pondre le 145e communiqué. C'est beaucoup de travail. Je suis aussi présidente de l'ARCAT et aussi présidente du kiosque, ce qui me permet de poursuivre mon engagement en termes de recherche communautaire. Moi je dis communautaire, enfin, je ne sais pas comment vous dites, mais moi je dis recherche communautaire, au service des personnes exposées à toutes ces épidémies. Alors je ne vais jamais pouvoir faire le tour de tout ce que j'avais envie de dire, donc dans un temps très court, je vais essayer de le conserver. J'ai choisi quelques exemples pour éventuellement ouvrir la discussion. Alors pour moi, une des grandes leçons de la recherche sur le VIH, ça a été de démontrer l'intérêt majeur des recherches multidisciplinaires. On a allié les recherches fondamentales aux recherches thérapeutiques et aux recherches en sciences sociales, et on a plusieurs exemples à ce titre.
Et je crois que ça, c'est assez exemplaire dans la recherche. L'exemple type pour moi, ça a été les recherches très innovantes qu'ont été les études de cohorte. Les fameuses cohortes ANRS avec Séropo qui a démarré en 1988. Je vous rappelle que notre dernière publication est quand même de 2015 sur les tubes prélevés en 1988. C'est dire si ça peut servir. Ces cohortes, elles abordent les questions de physiopathologie, de l'infection, mais aussi les questions de dépistage, de confidentialité et de qualité de vie. Et j'ai un souvenir très précis de la construction du fichier de Séropo, de la fabrication du fichier des données collectées avec Jean Dormont, avec Denis Buquet qui était chercheur INSERM, avec Jean-Florian Mététal qui était médecin de ville. Et c'était une des premières grandes recherches communautaires extrêmement innovantes puisqu'elle associait le réseau de chercheurs, de médecins-chercheurs du VIH au réseau de médecins de ville de l'ARCAT. Alors l'histoire, c'est que Denis avait inclus une fiche d'information aux patients et une demande de consentement à faire signer. Alors quelle n'a pas été la réticence des cliniciens extrêmement forte à ce moment-là. Comment mais non, si je lui dis de faire, il fait. Ah oui, d'accord. Heureusement, les choses ont vraiment progressé depuis, puisqu'il n'y a plus d'essais thérapeutiques d'études sans consentement éclairé des patients pour donner leur accord à participer aux études proposées. Donc je trouve qu'on a quand même relativement bien progressé, y compris dans les autres disciplines. Alors un exemple de recherche qui peut être que multidisciplinaire concerne actuellement les réflexions, les recherches actuelles en santé sexuelle. Je pense que c'est un transfert de nos activités. Et effectivement, c'est mené à la NRS-MIE, c'est mené aussi évidemment au CNS, mais c'est mené aussi au sein des associations telles que l'ARCAT et AIDE, avec la mise en place en France des centres de santé sexuelle, qui constituent des maillons, des chaînons complémentaires entre l'hôpital et la médecine de ville. Et c'est une médecine hors les murs, c'est une médecine qui va vers les populations discriminées, voire précarisées, qui ne sont pas forcément que des populations VIH, qui leur permet d'accéder à la prévention avec la PrEP, bien sûr, les informations, le diagnostic, le traitement. Voilà, alors le kiosque a bien démarré avec une très grosse activité en 6 mois et qui montre d'emblée les besoins en la matière de ces personnes. L'expérimentation va être l'objet de recherche communautaire en santé pour le LGBT. Ça démontre bien comment ces démarches de santé publique peuvent être basées sur des recherches multidisciplinaires, innovantes, éthiques et avec l'expérience du VIH. Il est certain que pour nous, chercheurs, on a bénéficié d'une vraie politique de recherche au sein de la NRS, merci monsieur le directeur, laquelle a bien démontré combien il était nécessaire de disposer à l'échelle nationale une capacité d'animation, de coordination, de financement presque à la hauteur. La NRS-MIE bénéficie largement, évidemment, de toute cette expérience en termes d'organisation. Et désolé, Eric, moi je trouve que le bénéfice est entièrement basé sur le réseau de chercheurs qui inclut largement la communauté VIH. Un autre exemple, et puis je pense que la communauté VIH est extrêmement engagée sur le Covid, parce que voilà, j'étais les mains embouées fortement. Enfin bon. Un autre exemple de multidisciplinarité est celui de la coordination des chercheurs, épidémiologistes, cliniciens, virologues, chercheurs en sciences sociales, autour des rapports d'experts. Ils ont été rédigés par M. Delfrécy et Yeni, et ils ont été produits ces dernières années pour recommander la prise en charge des patients VIH. Alors, prise en charge médicale, thérapeutique et sociale. Je pense qu'un tel modèle, bien évidemment, mériterait d'être développé pour la Covid, avec la prise en charge des traitements, des Covid longs, des problèmes psychologiques, en prenant en compte les recherches cliniques et thérapeutiques qui ont été développées au cours des différentes vagues de l'épidémie. Alors, au niveau international, j'ai choisi l'exemple de la coordination de la recherche virologique qui s'est basée sur tous les laboratoires qui se sont développés dans le contexte du VIH, parce que la biologie moléculaire en virologie, maintenant, c'est depuis plus de 20 ans le b.a.-ba pour nous. Alors, cette recherche virologique se révèle évidemment indispensable pour la surveillance continue de la circulation des SARS-CoV-2, mais ça, partout dans le monde. Et ça, c'était un défi absolument énorme, et c'est une première mondiale tout à fait importante, avec un réseau international de laboratoires de virologie qui s'est mis en place,
qui a développé les techniques sophistiquées de séquençage à haut débit, avec une coordination internationale effectuée par les chercheurs qui gèrent la base de données d'ICEL. C'est une base de données initialement construite pour la grippe et qui s'est développée immédiatement pour le SARS-CoV-2. Alors pour vous, vous ne savez peut-être pas forcément, il s'agit de collecter les séquences génomiques de virus circulants dans le monde entier et de les réunir et de faire une analyse phylogénétique de l'ensemble des souches. Et l'exemple type, c'est ce qui vient de se passer. L'Afrique du Sud vient de démontrer la relevance d'un tel réseau international avec l'identification du variant Omicron, lequel se montre branché très très différemment sur les arbres phylogénétiques et permettant, en fait, du fait de la comparaison aux autres virus, déjà inclus dans cette base internationale d'ICEL. Donc pour moi, depuis plus de 30 ans, les choses ont bien progressé en ce qui concerne le droit des patients au sein des recherches biomédicales. C'est sans doute en partie grâce aux pratiques concernant le VIH, je suis assez convaincue de ça. Je pense que ça a fait école vers de nombreuses autres spécialités, à commencer bien sûr par les recherches sur les hépatites virales. Et pour finir, en témoigne un dernier exemple, qui est celui de l'évaluation des projets de recherche, toutes spécialités médicales confondues, y compris bien sûr maladies infectieuses et Covid, au sein du CESRES. Le CESRES, il s'agit d'analyser les projets de recherche qui s'appuient sur les bases de données nationales des données de santé, telles que le PMSI et le SNDS, en construisant des méthodologies et des algorithmes en intelligence artificielle au bénéfice des recherches cliniques, thérapeutiques et vaccinales. Et ceci se fait aussi avec l'évaluation dans ces projets des conditions éthiques qui doivent respecter la confidentialité et le droit des patients. Donc voilà, pour moi, il y a beaucoup de choses qui ont progressé et qui sont en ce moment à être transférées non seulement au Covid, mais à beaucoup d'autres disciplines. Et je pense que tout ça est en partie lié au VIH. Voilà, je vous remercie. Je vais tout de suite passer la parole à Patrick Yenny, parce que un des points, je crois, dans cette table ronde, c'est communauté et puis valeur. Communauté du passé, qui ne serait pas assez impliquée, mais surtout, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui relèverait d'une éthique, enfin c'est en tout cas le constat qui est sorti de ce rapport, une singularité, certes il y a une spécificité de la pandémie VIH, mais il y a aussi une éthique qui nous a semblé pouvoir être, si ce n'est transposable, adaptable, mobilisable, qui, on en discutera dans la seconde table ronde, n'a pas forcément été présente. Et donc, Patrick Yenny, présidait le conseil depuis maintenant 13 ans, une dizaine d'années, 7 ans, pardon. 8 ans. Oui, Bon, oui, voilà. Longtemps. Tant que c'est pas trop longtemps, c'est bien. Bien. Éric Favreau a parlé tout à l'heure de merveilleuses aventures pour le VIH. Pour être une aventure, ça a été une aventure. Mais au moment où elle s'est déroulée, surtout au début, elle n'était pas merveilleuse. Hein. Elle était très dure. Elle était extrêmement dure, très angoissante. Et donc dans ma vie, avant d'avoir des activités au CNS, j'étais médecin du sida en tant que chef du service de maladies infectieuses à Bichat. Et j'étais aussi clinicien-chercheur dans le cadre de l'ANRS. Voilà. Et je pense que c'est intéressant de parler de ces activités parce que c'est une façon un petit peu de disséquer comment l'épidémie VIH a créé une singularité dans l'activité médicale et dans l'activité de chercheurs. Parce qu'on peut se demander, du coup, si ceci est transposable à la Covid. Et ça, c'est ce que vous discuterez dans la deuxième table ronde, mais vous avez eu un regard média, un
regard associatif, un regard biologique. Et je voudrais vous donner quand même un regard médical parce que je crois que pour tous les médecins SIDA de notre génération, cette aventure a été frappante. Hein. Je voudrais revenir à la fin des années 80, en réalité. Alors, je suis désolé, Monsieur le Président de la première table ronde, il y a un petit peu d'historique et de mémoriel là-dedans, c'est difficile à empêcher. Donc on est fin des années 80, tout début des années 90, et pour la première fois, les médecins du VIH disposent de médicaments. Pour la première fois, ils viennent de les avoir à disposition. Ce sont des médicaments qui ne sont pas de bons médicaments, qui certes prolongent un peu la vie, mais à cette époque, tous les patients qui recevaient ces médicaments, à un stade très avancé, finissaient par mourir de leur sida. C'était des médicaments qui, par ailleurs, étaient franchement toxiques, qui étaient difficiles à supporter, pour des raisons de tolérance digestive en particulier, mais pas seulement, et qui étaient également difficiles à prendre, parce qu'il y avait des contraintes d'horaire. Rappelez-vous, premières années d'AZT, les malades mettaient le réveil la nuit pour prendre l'AZT, et puis également pour des raisons de contraintes alimentaires. Bref, des traitements extrêmement difficiles et modérément actifs. De telle sorte que dans ce contexte, dans ces conditions, la prescription d'une ordonnance et la compassion ne pouvaient pas suffire à obtenir une bonne observance des personnes au traitement qu'on leur proposait. Et quand on s'est mis à regarder quels étaient les facteurs qui pouvaient aggraver les difficultés d'observance des patients, eh bien, on tombait sur des paramètres qui n'étaient pas des paramètres médicaux. Ce n'était plus du médical. C'était ce qui concernait les besoins de confidentialité par rapport à l'entourage, par rapport au milieu professionnel. C'était des éléments culturels, c'était des éléments psychologiques également. Bref, des éléments non médicaux. Et à partir du moment où progressivement ceci a été compris, eh bien, s'est organisée une forme d'accompagnement des patients, d'accompagnement, même s'il était exercé par les médecins, en tout cas il était exercé par les professionnels de santé, d'accompagnement qui n'était pas un accompagnement médical, qui n'était pas un accompagnement purement médical. Et ceci était essentiel, parce que c'est à cette période, en tout cas beaucoup de médecins du sida, je ne sais pas si Jean-François, lui, a ce souvenir, mais moi, il me marque. C'est à cette époque que s'est opérée un petit peu une bascule dans la relation médecin hospitalier-patient. C'est-à-dire que là, j'ai trouvé qu'on est passé, alors pas d'un coup, mais progressivement, on est passé d'une conception assez, disons, assez conventionnelle, verticale et plutôt paternaliste de la relation médecin-patient à, du coup, une relation plus horizontale et plus partenariale avec le patient. Et ça, c'était quelque chose de nouveau. Cette prise en compte, finalement, de la dignité du patient, de la volonté de responsabiliser le patient et d'en faire un partenaire, qui est né, je crois, à cette époque, était quelque chose de nouveau, et c'est intéressant de voir que la mise en place purement empirique, je trouve, de cette nouvelle relation de patient-malade, s'est opérée, au fond, une dizaine d'années avant que ce type de considération soit inscrit dans le droit positif, hein, avant la loi de 2002. Alors, est-ce que ça peut se traduire pour la Covid? Donc moi, je ne vais pas répondre à ça, ce sera la prochaine table ronde, mais on pourrait poser cette question. Ça, c'était donc le premier élément qui m'a marqué. Alors, maintenant, en ce qui concerne la recherche clinique, thérapeutique, à la NRS, à laquelle j'ai adhéré très tôt, elle a été organisée d'une façon, on l'oublie maintenant, mais extrêmement originale par rapport aux autres activités de recherche clinique qui existaient à l'époque en France. Et notamment, il y avait une commission, alors que moi je connaissais bien, qui s'appelait l'AC5, l'Action Coordonnée 5, qui était chargée, qui était un groupe d'une vingtaine d'experts, qui était chargé donc d'expertiser les propositions de protocole pour savoir s'il fallait les valider ou pas, s'il fallait les financer,
s'il fallait les mettre en œuvre, etc. Et très vite, la composition de ce groupe s'est révélée très originale dans la recherche sur le VIH, parce que bien que ce soit une recherche thérapeutique sur des médicaments antiviraux, par exemple, eh bien, on trouvait à l'intérieur de ce groupe, on trouvait des spécialistes des sciences humaines et sociales. Et évidemment, on trouvait des représentants associatifs. D'abord de façon non structurée, puis de façon très structurée. Et ce rôle a été d'emblée, et moi je l'ai vécu comme ça, reconnu comme essentiel. D'emblée. Pourquoi? Parce qu'ils apportaient le meilleur regard possible sur l'éthique du protocole, ce qui me paraissait très important. Ils apportaient un regard sur l'acceptabilité du protocole qu'on nous soumettait par la communauté de patients, et éventuellement, ils contribuaient, ils aidaient au recrutement des patients dans ce type de protocole. Donc, moi j'ai vécu ces années à l'Action coordonnée 5 comme étant bénéficiant d'une grande originalité de l'organisation de la recherche thérapeutique en France, liée à la lutte contre le VIH, et propre, au moins au début, à la lutte contre le VIH. Donc ça c'est le deuxième aspect. Enfin, le dernier aspect dont je voulais parler, puisque, en effet, j'ai été président du groupe d'experts chargé des recommandations sur la prise en charge du VIH, eh bien c'est un petit peu la même situation. Ce groupe existe encore, il s'est formé dans les années 90, s'est étoffé progressivement, et là aussi, ce groupe d'experts, comme pour la recherche clinique, il était multidisciplinaire, très important, comme l'a rappelé Christine, et également les associations étaient très présentes dans ce groupe d'experts. Et le résultat, à mon avis, car moi j'en fais une relation de cause à effet, peut-être que je me trompe, le résultat était que ces recommandations, bien que n'ayant probablement pas un caractère opposable juridiquement, étaient très largement endossées, très facilement endossées par l'ensemble des parties prenantes, les soignants, les patients et leurs représentants, et les pouvoirs publics. Donc, tout ce que, pour moi, finalement, ce que ceci démontre, hein, en tout cas moi je le ressens comme ça, c'est que dans le cadre de l'infection par le VIH, donc l'irruption de la société, de la politique au sens de la vie de la cité, dans les démarches médicales et scientifiques, les a rendus beaucoup plus efficaces. Donc c'est indiscutable, c'est un point que je trouve extrêmement bénéfique. Peut-on le reproduire dans la Covid? C'est ce que nous dira la Mais avant de passer à ta demande numéro 2 et de donner la parole à la salle, Hugues, justement, tu as participé et à l'Action coordonnée 5 et à TRT 5, notamment. Oui. Oui, merci. Ça tombe bien parce que je crois que je n'ai pas eu le temps de autant préparer que mes petits camarades. Et je suis très heureux que Bruno ait dit quand même beaucoup de choses sur la façon dont les associations se sont créées et les choses se sont constituées. Néanmoins, je voudrais quand même ajouter un petit peu des choses parce que rien que le thème d'aujourd'hui m'a interpellé. Je me suis posé la question, mais pourquoi ça, on ne peut pas faire la même chose dans la situation du Covid? Et effectivement, c'est clair que cette première table ronde est essentielle. Comment a-t-on fait les choses? Et comment a-t-on fait les choses? Moi, je me rends compte d'une chose importante, essentielle, c'est que d'abord, les gens se sont regroupés, j'allais dire, un peu par hasard. Les gens concernés se sont regroupés parce qu'immanquablement, je dirais qu'on se retrouvait à l'hôpital, parce qu'on se croisait dans les lieux de soins, surtout. D'ailleurs, on s'est même mis au début à faire des permanences dans les lieux de soins pour soutenir les personnes qui étaient là. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il s'est mis en place une entraide. C'est fondamental, ça, je crois. Mais surtout, ce dont on s'est rendu compte rapidement, c'est que d'abord, on voulait agir, comme l'a dit Bruno, c'est fondamental. Les principes de Denver, allez revoir ça, hein, je ne vais pas détailler, mais les principes de Denver, édictés en 1983 par la première coalition des personnes vivant avec le sida à Denver,
où s'est tenue une des toutes premières conférences sur le sida, ce sont des personnes qui ont dit, voilà ce qu'on veut, on veut être là, vous ne ferez pas les choses sans nous, nous sommes là pour décider. C'est bien. Maintenant, il y a un truc, c'est que quand on se retrouve entre nous et qu'on se dit, demain, on a un rendez-vous à la NRS, il va falloir qu'on aille discuter de coup, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par essayer de comprendre le sujet dont on parle. C'est-à-dire que on n'est pas virologue, on n'est pas clinicien, on n'est pas... on a juste la maladie, on a un vécu, on a un ressenti, et on a des besoins et on a des inquiétudes. Remarquez que là, c'est intéressant parce que quand on fait le parallèle avec le Covid, jusque-là, il n'y a rien qui soit spécifique du VIH. Ce qui se passe, c'est qu'il nous a fallu, nous, quand je réfléchis aux heures considérables, au temps invraisemblable que l'on a passé à se former. On a même demandé à un moment donné à la NRS de nous aider là-dessus, pour essayer, hein, tu te souviens, parce qu'il nous fallait comprendre, et je dirais que ce que l'on a essayé de faire, c'est que progressivement on a essayé de combler un tout petit peu l'abîme qu'il y avait entre nous, malades, et le monde de la recherche et de la médecine. Et en fait, je pense que ce qu'on a fait en faisant ça, c'est que l'un a été vers l'autre, et réciproquement. Et qu'on a progressivement partagé les mêmes questions, et on a progressivement, je dirais, chacun un peu déteint sur l'autre, sur la manière de concevoir les choses. Et c'est pas aussi simple que ça, hein, c'est joli ce que je vous raconte là. Il faut juste se rendre compte de pourquoi on a créé le TRT5. Le TRT5, c'est un truc, un nom, un coucher dehors. Si ça vous amuse, je pourrais vous dire pourquoi on a inventé un nom débile, mais on le voulait comme tel. C'est pour que tout le monde se demande ce que c'est, pour faire court. En fait, le TRT5, c'est très simple, c'est parce qu'au début, les associations, une fois constituées, les associations étaient les interlocuteurs voulaient, enfin exigeaient d'être reçus par les pouvoirs publics, par les chercheurs, par les laboratoires pharmaceutiques, pour essayer de... Parce qu'on voulait de l'information, on voulait savoir où ça va, on voulait aussi pouvoir être capable d'informer, je dirais, notre communauté des choses, leur donner des informations vraies. Remarquez, comme le parallèle qu'on peut faire avec l'histoire d'aujourd'hui, le problème de comprendre les choses et d'avoir la bonne information, la vraie, la vérité, et non pas les fake news. À l'époque, on ne parlait pas de fake news, mais il n'empêche que moi, j'ai passé mon temps dans cette histoire-là à aller à la source des informations. Je me souviens de l'époque où j'étais à ma première CROI, conférence aux États-Unis, où franchement, j'avais l'impression d'être sur une autre planète, mais pour essayer d'avoir l'information première sur les choses, et ensuite de pouvoir la faire comprendre aux gens, aux membres qui étaient dans nos associations, c'est-à-dire aux personnes concernées par la maladie. Et ensuite, il s'agissait de mettre tout le monde ensemble et d'essayer de discuter les choses pour essayer de savoir, bon, maintenant on va aller où? C'est quoi les questions qu'on pose? C'est comment on veut faire progresser les choses, et qu'est-ce qui nous va, qu'est-ce qui ne nous va pas? Est-ce que ça va assez vite? Ça va jamais assez vite, bien sûr. Voilà. Mais, étant interlocuteur avec les associations des pouvoirs publics et tout, on s'est très vite rendu compte qu'on n'arrêtait pas de nous rouler dans la farine parce que simplement on n'était pas d'accord entre nous et qu'immanquablement, vous connaissez le vieil adage, diviser pour régner, forcément, si on n'était pas d'accord entre nous, on se faisait forcément rouler dans la farine par nos interlocuteurs. Alors on a dit, ah ok, c'est comme ça, bah, c'est très simple. On va se mettre à faire des réunions, des assemblées, et un groupe de travail qui va discuter les sujets entre nous, malades, représentants de malades, associatifs, et puis ensuite, on prendra la substantifique moelle de ça, c'est-à-dire ce qui fait consensus, et c'est avec ça que l'on va aller discuter avec nos interlocuteurs. Ce qui immanquablement signifie
forcément ce que je disais précédemment, c'est-à-dire qu'il faut avoir aussi un peu des connaissances, il faut être capable de diffuser les connaissances, il faut être capable de comprendre les choses. Vous savez, en ce moment, dans cette crise Covid, il y a une chose qui m'amuse beaucoup, c'est que je regarde de temps en temps des discussions de plateaux, de chaînes d'infos avec des chroniqueurs divers et variés, vous voyez un petit peu à quoi je fais allusion, et je me dis, tiens, c'est marrant, on se croirait au TRT5 dans les années 90. Chacun, voilà, ouais, mais j'ai entendu parler de ça, oui, mais alors il y a machin, attends, parce que là, il y a un chercheur qui nous dit ça, mais la semaine dernière, il y a un chercheur qui nous disait le contraire. Le seul truc, c'est qu'ils font ça à la télé, quoi. C'est-à-dire que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Je veux dire, évidemment, il faut brasser les choses, il faut essayer de les comprendre, de se les approprier, mais ce qui se fait rarement, c'est qu'il faut tirer des conclusions, et il faut essayer de faire une synthèse, et il faut essayer d'avancer, et il faut essayer de dire, au final, ce que l'on veut, c'est ça. Maintenant, on va aller discuter avec ceux qui comment dirais-je, soit qui ont le pouvoir, hein, le ministère de la Santé en l'occurrence, etc., soit avec les chercheurs qui montent des projets de recherche, et on va essayer de faire valoir nos arguments. Et c'est là où, effectivement, on a construit un truc, et c'est vrai que, effectivement, les plus anciens d'entre vous s'en souviennent, quand on nous fermait la porte, on rentrait par la fenêtre. On n'était pas accueillis, forcément. Et donc, il a fallu aussi qu'on pousse les portes pour arriver à dire non, mais, comme disait Bruno, rien ne se fera sans nous. Donc, vous allez nous écouter et on est prêt à admettre qu'on n'a pas forcément raison, mais il faut que vous admettiez que vous n'avez pas forcément raison non plus. C'est un truc qu'on va construire ensemble. Et ça, c'est vrai que ça a construit pendant des années, ça a construit une façon de faire les choses dont je ne suis pas persuadé qu'elle soit dépendante de la pathologie, même si, effectivement, comme ça a été souligné, il est clair que le fait de cibler certaines populations clés a fait que, ouais, c'est sûr, moi avant d'être militant à ACT UP, j'étais militant de la cause gay, ça n'a pas été très dur de passer de l'un à l'autre. Je dirais, on prend les mêmes et on recommence, quoi, c'était un peu ça. Donc c'était pas très difficile, c'est clair. Aujourd'hui, dans un phénomène plus large, je ne sais pas, moi, je ne sais pas comment on peut réinventer ce genre de choses, mais ce que je sais, c'est qu'avec tout ce qu'on a construit en 40 ans, on a construit des structures associatives pour de patients experts, de représentants de malades, qui permettent aujourd'hui de faire à ce que, si on veut facilement trouver des interlocuteurs, on peut les trouver. Voilà, le micro va circuler, comme on dit. Voilà, donc je vais vous donner la parole. Je me permets juste un contrepoint pour dire qu'on a quand même passé un très grand moment dans vos témoignages. Et on pourra, et on verra dans d'autres événements qu'on va organiser, dire comment toute cette culture sida a transfusé le domaine du cancer, par exemple, le modèle des maladies rares, c'est-à-dire qu'on voyait même des responsables de aide qui sont trouvés à avoir des responsabilités dans la lutte contre le cancer, des gens comme les compagnons, qui sont aujourd'hui de l'autisme. Si on faisait l'inventaire de cette transfusion, on dirait qu'il s'est passé des choses exceptionnelles et que déjà il y a une tradition en quelque sorte. Donc merci, on était très émus parce qu'il y a effectivement des gens qui sont jeunes dans cette salle, qui entendent les grands témoins, et on voit que c'est un combat, et un combat qui n'a pas été simple. Et peut-être qu'on a à s'inspirer dans le contexte actuel de la vie démocratique de ce type d'engagement.